le principe de la battle, c'est une question. La question qui nous réunit pour cette séquence est la suivante. Comment la réindustrialisation peut-elle être un vecteur de décarbonation et de réduction de notre empreinte carbone? Pour échanger sur cette question, débattre, avancer ses arguments, 2 étudiants, 2 chefs d'entreprise, c'est-à-dire 2 chefs d'entreprise d'aujourd'hui et 2 chefs d'entreprise de demain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, messieurs. Les étudiants qui sont avec nous, c'est Clément Taniel, qui est en 2e année de BTS Conception des processus de réalisation de produits, et Benjamin Launay, qui est en 2e année de BTS Électrotechnique. Ce sont deux élèves du pôle formation de l'UIMM Côte d'Or Saône-et-Loire, tous les 2 à Dijon. Et puis face à vous, 2 chefs d'entreprise, Christophe Bernat, le président de Neos, et Fouad Naimi, le dirigeant de Sintermat. La question, bien, je vous la pose à vous, messieurs. Réindustrialisation peut-elle être l'occasion, l'opportunité de décarboner? En commençant par Christophe Bernat, si vous le voulez bien. Vous êtes donc le président de Neos, cette entreprise qui va fêter dans quelques jours son 30e anniversaire. Votre métier, c'est la conception, la réalisation et la mise en service d'installations de recyclage de déchets. Donc vos clients, ce sont des collectivités locales ou des opérateurs du secteur des déchets. Vous êtes basé à Beaune et votre unité de production se trouve à côté de Chalon-sur-Saône et vous employez 80 salariés. Réindustrialisation et décarbonation, est-ce 2 notions qui riment pour vous? Alors, merci pour cette question. Effectivement, notre activité travaille avec des collectivités dans le domaine de l'environnement pour recycler les déchets. En fait, nous, les installations que l'on fabrique, pour simplifier un petit peu les choses, ce sont les installations qui reçoivent les poubelles jaunes que l'on a tous chez nous et qui séparent les matériaux de façon à pouvoir les renvoyer vers les filières de recyclage. C'est le premier maillon de l'économie circulaire. Donc, précédemment, on avait l'économie linéaire, les produits usagés partaient tout droit vers de l'enfouissement ou de l'incinération. Maintenant, il faut prendre un virage et revenir en tête avec des matières premières. Donc, nous, notre métier, c'est le premier centre d'aiguillage de ces installations. Donc, les aspects environnementaux, c'est un peu notre gagne-pain. C'est notre vie. Donc, on s'est assez tôt préoccupé des sujets d'environnement et en particulier de carbone. Donc, on a assez vite développé un logiciel qui nous permet de mesurer l'impact carbone des projets qu'on réalise et aussi de vérifier l'impact carbone de nos différentes actions et différentes mesures stratégiques. Alors la deuxième particularité de notre entreprise, c'est qu'au départ on était bureau d'études et l'ensemble des fabrications étaient sous-traitées avant de relocaliser la production. On avait des partenaires qui fabriquaient pour nous les équipements. Et on a pour d'autres raisons, enfin la raison principale n'était pas une raison de décarbonation au départ. Notre idée première de relocaliser, c'était de maîtriser les concepts et la fabrication des produits que l'on insère parce qu'en sous-traitance, on ne trouvait pas toujours notre bonheur dans ce que l'on voulait acheter. Mais on s'est très vite rendu compte, grâce à notre fameux logiciel de mesure de l'impact carbone, que transporter des produits finis, ça coûte cher. Faire fabriquer des produits très loin, on avait beaucoup de produits qui venaient de Pologne, ça coûte cher, et produire au plus près des sites sur lesquels on va installer nos installations, ça permet de réduire drastiquement l'impact carbone. On a gagné de l'ordre de 30% d'impact carbone. On a réduit de 30% notre impact carbone avec notre relocalisation. Fouad Naimi, vous êtes le dirigeant de Sintermat. Vous êtes basé à Vénaré-les-Laumes, une jeune entreprise créée en 2016 qui fabrique des matériaux innovants en utilisant la technologie du frittage, c'est-à-dire que vous utilisez des poudres métalliques que vous soumettez à de la pression, de la chaleur et du courant électrique pour fabriquer des matériaux avec des caractéristiques importantes pour vos clients, de résistance par exemple, vos clients qui sont dans l'automobile, dans l'aéronautique ou dans la défense. J'ai à peu près bien résumé, ça va, j'ai pas trop trahi la pensée de ce que vous faites. Fouad Naimi, quelle relation, quel lien vous faites entre industrialisation et décarbonation? Donc, bonjour à tous, donc merci de me donner la parole sur ce sujet qui nous tient à cœur. Alors nous, on est
pas aussi, c'est pas comme Christophe qui est directement en lien avec ces problématiques environnementales. Nous, on essaye d'intervenir un peu plus en amont. C'est comment on a un impact positif sur la consommation d'énergie. On a un procédé qui consomme 3 à 10 fois moins d'énergie par kilo de pièces finies par rapport à tout ce qui se fait en conventionnel. Comment on consomme moins de matières premières à terme, c'est-à-dire en augmentant les performances des matériaux, donc dans des domaines d'outillage, pour des outils de forge, des outils d'extrusion, d'étirage à chaud. On va travailler sur l'augmentation de performance et donc on va diviser les besoins de nos clients par 3, 2, 3, 4 en fonction de la performance qu'on va atteindre. Là, on travaille sur des outils de forge où on va leur permettre de forger 1200 aubes alors que jusqu'à maintenant, ils en faisaient 500. Donc, c'est vraiment par le procédé, comment ce procédé peut s'inscrire sur de la décarbonation. Donc, l'augmentation de performance des matériaux qu'on va mettre à disposition, la consommation d'énergie qui est abaissée. Et le troisième point, c'est qu'on peut agir sur tout ce qui est recyclage. Aujourd'hui, sur des procédés d'atomisation de poudre, par exemple, où la fabrication additive draine une grande partie. On sait qu'en fabrication additive, il y a une proportion granulométrique qui est particulièrement achetée. Et tout ce qu'on appelle des off-size, tout ce qui est grain à grande dimension, on ne sait pas le valoriser. Ça, nous, on sait aujourd'hui le reprendre, le remettre en forme de lopin et de le remettre dans l'atomisation. Mais on sait aussi le valoriser sur des applications industrielles parce que notre procédé permet de ne pas augmenter la taille de grain. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir ouvert le sujet. Je propose à Clément, pour commencer, d'avancer ses arguments et de poser éventuellement ses questions. Alors, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Et je me demandais, la plupart des entreprises maintenant optimisent leur production. Auparavant, elles optimisaient leur production pour des raisons économiques. Elles cherchaient à faire en sorte que leur production coûte le moins cher possible. Et maintenant, depuis peu, on voit qu'il y a comme une transition vers une production plutôt écologique. Est-ce que vous faites partie des entreprises qui cherchent à avoir un impact environnemental moins... Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, l'aspect économique reste prépondérant parce qu'on ne peut pas vendre si on n'est pas compétitif, bien évidemment. Mais il n'est pas suffisant en soi si il génère des effets induits sous forme de pollution et notamment d'impact carbone. Donc il faut mesurer les deux. Et c'est là où c'est extrêmement important. Il faut prendre conscience qu'en fait, comme pour l'économie, et c'est facile d'évaluer la valeur économique d'une pièce, par exemple, on oublie souvent de mesurer l'impact carbone de ce que l'on réalise, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Si on prend l'habitude d'avoir une comptabilité carbone, comme on a une comptabilité financière, on va pouvoir optimiser les deux paramètres. Et je peux d'ores et déjà vous dire que en fait, les deux sont liés. Bien souvent, lorsqu'on découvre une solution qui a un impact carbone plus positif que la solution traditionnelle, très souvent, elle a un impact économique aussi inférieur. Donc c'est vertueux dans les deux sens. Ce n'est pas incompatible, bien au contraire. Oui, globalement, dans tout ce qui est recyclage, c'est parce que pendant des années, on ne s'est pas vraiment posé la question. Quand on prend aujourd'hui des applications, je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille actuellement. Un coffre-fort, c'est renforcé avec des disques en céramique. Donc la céramique, 1300, 1400 degrés en température, compactée, aller chercher les poudres à droite, les faire à gauche, les faire tester au milieu. Aujourd'hui, nous, on a démontré, on a un brevet sur le sujet, on est en train de demander les certifications au niveau européen. Un sarment de vigne compacté aura un taux d'ouverture meilleur qu'une céramique. Mais en fait, on s'était jamais posé la question. Et en fait, l'explication, elle est assez simple. C'est pas que le sarment de vigne a une meilleure propriété mécanique. C'est que derrière une tôle, quand les gens qui vont aller braquer un coffre, ils vont y aller avec un lance-flamme. Une céramique qui subit du choc thermique, elle casse facilement. Un sarment densifié à 100%, il est inifugé.
et donc il a un temps d'ouverture qui est meilleur. Et ça, c'est plein de choses auxquelles on s'est jamais vraiment posé la question. On a développé un frittage de déchets de liège pour éviter l'emballement thermique des batteries, qui marche mieux que certains matériaux qui sont utilisés aujourd'hui. Donc c'est vraiment, tout a bougé, il faut reprendre les différents sujets et se reposer les questions. C'est parce qu'on entre par le sujet décarbonation qu'on en arrive à améliorer les process et à améliorer les produits. Voilà une idée intéressante. Benjamin Launay. Du coup, moi j'avais une question, c'était aussi par rapport au fait que vous avez un point sur l'impact économique, enfin l'impact écologique, pardon, au sein de votre entreprise. Comment est-ce que vous voyez le futur? Est-ce que c'est possible d'avoir un impact écologique quasi nul, ou de se retrouver en utilisant quasiment que l'énergie verte sans avoir une explosion sur le CO2, quoi, et les effets de serre et tout le climat et ce qui s'ensuit de par l'impact carbone que nous avons. Vers jusqu'où? Ça aussi, c'est une sacrée bonne question. Je pense que, objectivement, créer, vivre, travailler, exister, consommer, a un impact carbone. Et que je pense que la seule façon d'avoir un impact carbone nul, c'est la mort, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, effectivement, pour autant, encore une fois, être dans une sorte de fuite en avant avec un réchauffement climatique qui est extrêmement factuel aujourd'hui, ne rien faire dans ce domaine-là, c'est totalement incompatible. Et en plus, en fait, la question, c'est d'être efficient. C'est pas d'avoir un impact carbone zéro. C'est de travailler avec l'impact carbone le plus bas possible. La planète est quand même susceptible d'absorber une quantité extrêmement importante de carbone. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en produit plus qu'elle est capable d'en absorber. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est se revenir à un seuil d'équilibre. Et on sera pas à zéro. Toute énergie, d'une manière ou d'une autre, est génératrice d'impact. Mais je pense que on doit le plus vite possible retourner à la neutralité carbone. Et quand on sera à la neutralité carbone, je pense que déjà, on aura pas mal réchauffé la planète, et donc on aura quand même quelques soucis à régler aussi. Fouad, Naïmi. Alors, sur ce sujet, je suis moi convaincu qu'au niveau pratique, c'est une réflexion qui n'a pas eu lieu, parce que pendant longtemps, on a couru après le prix et surtout le service. C'est-à-dire, je sors le maximum d'activités où je n'ai pas besoin de mon cerveau, et j'emmène ça en Chine, enfin un peu partout dans le monde. Et toutes ces parties, finalement, elles sont maîtrisées en interne. Et c'est relocaliser toutes ces parties et les amener à être en proximité avec un peu d'innovation, parce que finalement, si on met pas d'innovation, on sera pas au même prix que... voilà. Là, aujourd'hui, on vient de gagner, alors je vous le partage, c'est quand même important. On vient de gagner sur une consultation, un appel sur une consultation dans le domaine automobile. On a gagné par rapport à des Chinois. Et en fait, on ne sera jamais moins cher que les Chinois. Mais comme notre matériau fait 3 fois plus de cycles, ben finalement, on se retrouve à être une solution viable. Donc je pense qu'il faut passer par l'innovation, augmenter les performances et re-rentrer toutes les parties, vraiment les différentes briques au plus proche, parce que sinon ça n'aura jamais de sens. Encore une question chacun, si vous le voulez bien. Clément Taniel. Je vous rappelle notre sujet, là, le lien entre réindustrialisation et décarbonation. Non, pas de question, Clément. Sinon, Benjamin, j'ai posé la question à l'un, mais ça peut être l'autre. Du coup, le fait de relocaliser, forcément, on réduit drastiquement l'impact sur les transports des matériaux et des coûts premiers. Et est-ce que vous pensez que le fait de relocaliser et d'être compétitif sur les prix, ça peut avoir un impact sur le coût carbone, pardon? Et est-ce que vous pensez que
tout le monde aura du coup cette mentalité-là à terme, ou il y aura toujours cette mentalité de compétition avant l'écologie, que au final on se retrouve dans le même problème du fait que on aura beau faire ce qu'on peut pour avancer sur ce sujet, il y aura toujours des gens qui vont partir à l'envers un peu de cette idée-là, quoi. Alors, je m'avance un petit peu. On se connaît pas très bien, mais je pense qu'on partage pas mal de, vu les réponses qu'on a, on partage pas mal de logique. Dans toute crise, il y a une opportunité. Donc, il faut se préoccuper d'éviter de gazéifier le carbone qui a été enfoui dans le sol, dans l'atmosphère, parce que sinon on va avoir du réchauffement climatique qui va nous poser d'autres problèmes. C'est une contrainte, mais c'est aussi des opportunités en relocalisant, parce que quand un bureau d'études a l'équation carbone à intégrer en plus de l'équation économique, il va penser différemment. Il va trouver d'autres idées. Alors nous par exemple, la relocalisation de nos convoyeurs qui étaient fabriqués en Pologne à Chalon-sur-Saône, ça économiquement la première année c'était 10% plus cher. Par contre, le coût de production. Par contre, lorsque on intégrait l'économie financière du transport, on descendait à un surcoût de 3%. Et en fait, après sur quoi on a gagné, et encore une fois, l'économie et le carbone ont fonctionné quasiment en parallèle. On a gagné, bien sûr, sur les coûts de transport, puisque en fait on transportait du vide, quoi, des équipements finis, c'est beaucoup de vide. Donc on avait là où on avait 10 camions au préalable, on en avait plus qu'un, par exemple, de matières premières. Donc on a divisé par 10 cet impact-là. Ensuite, on a gagné sur la conception aussi, parce que c'était notre propre conception, et nos équipes avaient préalablement été formés à l'éco-conception. Donc ils savaient par exemple si une liaison soudée ou une liaison boulonnée, laquelle allait avoir un impact carbone le plus élevé, et l'impact économique, etc. Donc on a gagné sur la conception, on a gagné sur les transports. Ensuite, donc, on a gagné sur la production en interne, parce qu'on a réorganisé notre production pour être le plus efficient possible. Voilà. Ce qu'il faut aussi pas oublier, et ça c'est assez amusant du point de vue du carbone, c'est que le carbone ne respecte pas les frontières. Je pense que personne pourra on pourra élever les murs qu'on veut, le carbone circulera encore aux frontières. Donc le carbone que vous économisez ici, ou le carbone plutôt que vous produisez en Chine ou à l'autre bout de la planète, c'est toujours du carbone. L'atmosphère circule autour de la planète. Donc en fait, les gains sont nets. Et souvent, quand on se dit tel pays est plus vertueux que tel autre pays, mais s'il n'a pas la production en interne et qu'il achète tout en Chine, en fait, au final, il n'est pas. Donc il y a une notion de mondialiser du carbone, hein, et ça c'est assez intéressant à aborder. Et Fouad Naimi pour terminer. Oui. Alors sur ce point, de toute façon décarboner, il faut y aller. Par contre, on ne pourra pas tout décarboner, parce qu'en fait, une fois qu'on s'est dit tout ça, il faut que ça reste dans un équilibre économique. Un acheteur, la ligne du bas, c'est celle qui l'intéresse le plus. Après, quand les lignes se rapprochent, on peut discuter. Donc du coup, il y a quand même cette partie économique qui, on peut faire ce qu'on veut, elle sera toujours prioritaire. Donc travailler au mieux avec ce côté éco-conception, en n'oubliant pas que quand on va chercher des matières premières, il y a des matières, c'est 90% en Asie. Donc de toute façon, on subira toujours un peu d'impact carbone. C'est une réflexion beaucoup plus globale qui doit être menée pour réduire au maximum certaines... moi, je suis convaincu que ça viendra par l'innovation, par l'augmentation des performances des matériaux, par réussir à recycler un maximum de matière. On est sur un projet qui vient de démarrer, des blindages de fantassins en carbure de bord. Carbure de bord, ça coûte... c'est très cher au kilo, et on trouve ça qu'en Asie. Et aujourd'hui, un gilet pare-balles, dès qu'il a passé 2 ou 3 ans, il est enfoui. Jusqu'à maintenant, on s'est jamais posé la question, mais le carbure de bord, on le rebroie et on remet. Et on aura peut-être 10% de matière à mettre en plus. Et donc tout ça, c'est des mentalités qui doivent changer. C'est vraiment là que ça se joue, avec peut-être un coût équivalent, des fois un petit peu plus cher, mais ce petit peu plus cher, on peut éventuellement l'accepter, mais il ne faut pas que ça soit trop élevé. Merci beaucoup à tous les 4. On a bien compris que vous partagez cette opinion selon laquelle la réindustrialisation
peut être vecteur de décarbonation, mais surtout, et c'est l'idée qui émerge, je trouve, de nos échanges, c'est que la décarbonation, à l'inverse, eh bien, elle est l'opportunité de réindustrialiser ou d'industrialiser autrement. Voilà, c'est la conclusion qu'on pourrait tirer de cette deuxième battle ici sur le salon Business Industrie Dijon. On se retrouve dans quelques minutes pour la troisième.